Bonjour à tous, c'est Philippe Guillouard de Trek Eco sur Vie Aventure. Aujourd'hui je commence une nouvelle série de vidéos qui sera basée sur les dangers du nucléaire. Alors les dangers du nucléaire se répartissent, on va dire, en deux catégories. Le nucléaire qui est celui qu'on appelle civil, donc relégué au niveau des centrales nucléaires, et celui des armes nucléaires, qui est celui du domaine militaire, dans lequel on peut parler un petit peu de toutes les bombes, missiles et autres qui sont fabriqués. Alors l'objectif de cette vidéo, au final, c'est d'essayer surtout de donner des pistes à ceux qui souhaitent savoir comment se protéger des conséquences néfastes du nucléaire, que ce soit tant sur l'aspect qui concerne les centrales nucléaires que celui qui englobe l'utilisation, la fabrication des armes nucléaires. Alors aujourd'hui, nous allons parler essentiellement des armes nucléaires, surtout donc des bombes, des missiles, etc. À l'heure actuelle, l'ICAN a répertorié, en gros, alors l'ICAN c'est un espèce d'institut dont l'objectif est de mener des campagnes pour l'abolition des armes nucléaires dans le monde. Donc elle a répertorié un petit peu toutes les armes qu'il y a dans le monde, et il s'avère qu'il y aurait plus de 13 000 têtes nucléaires dans le monde. Ce chiffre est certainement en dessous de la réalité, car les nations qui fabriquent des armes nucléaires ne donnent pas le nombre exact d'armes qu'ils ont. Ces armes sont en même temps divisées en plusieurs secteurs. Il y a les armes qui sont en service véritablement, donc prêtes à partir à chaque instant, les armes qui sont, elles, mises légèrement de côté, mais qui demandent assez peu de temps pour être mises en service et éventuellement envoyées. Et enfin, il y a des armes qui sont stockées, soit parce que suite à des accords internationaux sur la limitation des armes, ces armes ont été mises de côté pour soit être démantelées, ou soit, le cas échéant, comme ça arrive parfois dans certaines guerres, on réutilise ces vieilles armes qui peuvent être, ma foi, utilisables dans des cas particuliers. À l'heure actuelle, 9 pays sont détenteurs d'armes nucléaires. Il y a la Russie, les États-Unis, la Chine, la France, le Royaume-Uni, le Pakistan, l'Inde, Israël et enfin la Corée du Nord. La puissance de ces ogives peut varier de quelques milliers de tonnes de TNT à plusieurs millions de tonnes de TNT. La colonne de gauche représente le nombre total d'ogives que possède chacun des pays. Quant à la colonne de droite, elle représente celles qui sont en service permanent. Hormis la France et le Royaume-Uni, il existe en Europe 5 pays qui stockent des ogives nucléaires américaines pour le compte de l'OTAN. Ce sont l'Italie, les Pays-Bas, la Belgique, l'Allemagne et la Turquie. Il y a un nombre restreint de pays qui possèdent l'arme nucléaire, mais les nations qui en possèdent au moins 90% sont tout simplement à elles seules la Russie et les États-Unis. Ils possèdent à peu près 90 à 92% de toutes les têtes nucléaires qu'il y a dans le monde. Les bombes nucléaires sont qualifiées en puissance avec le mot TNT. On dit souvent c'est une tête nucléaire qui fait 15 kilotonnes de TNT. Le TNT, c'est une substance explosive. C'est une substance explosive qui servait à faire les bombes avant, pendant la Seconde Guerre mondiale par exemple. Et à cette époque-là, les bombes étaient remplies en gros entre plusieurs dizaines de kilos à plusieurs centaines de kilos de TNT, et voire la plus grosse qui a été fabriquée à cette époque-là faisait 10 tonnes de TNT. Ça représente une puissance considérable, car une tonne de TNT correspond en gros à la puissance qui est déployée dans un éclair sol-nuage. Donc c'est déjà une puissance relativement forte. Eh bien, la bombe qui a été larguée sur la ville d'Hiroshima représentait, elle, 15 000 tonnes de TNT. 15 000 tonnes de TNT.
Alors je vous ai dit, la plus grosse bombe qui a été faite auparavant, à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, faisait 6 tonnes. Celle-ci faisait 15 000 tonnes. Vous voyez la démesure qu'il y a entre ce qui était fait avant et ce que nous faisons maintenant. Et cette puissance a été largement surmultipliée, puisque certaines bombes vont jusqu'à 57 millions de tonnes de TNT. C'est-à-dire que la puissance de la bombe d'Hiroshima a été multipliée par près de 3000. Pour exemple, un seul sous-marin nucléaire français possède la puissance de 1000 fois la bombe qui a été larguée sur Hiroshima. 1000 fois la bombe qui a été larguée sur Hiroshima dans un sous-marin qui navigue un petit peu on ne sait où sur le globe et qui se place dans des endroits absolument indétectables, d'où il peut envoyer ses missiles sur n'importe quelle région du globe, sachant que ces missiles, en l'occurrence les missiles M51 fabriqués par la France, sont des missiles qui peuvent se déplacer sur près de 10 000 km de distance à une vitesse de Mach 15 à Mach 25, donc à des vitesses vertigineuses. Donc ces missiles balistiques sont des missiles composés de plusieurs ogives. Et dans ces missiles qu'on appelle des M51, il y a globalement 10 têtes nucléaires, donc le missile part, arrivé au niveau de l'endroit où ce missile doit envoyer ses têtes nucléaires, la tête s'ouvre et à ce moment-là, il y a 10 petites bombes qui partent, chacune étant porteuse d'une puissance de 100 kilotonnes. 100 kilotonnes, vous voyez, rappelez-vous, Hiroshima c'est 15 kilotonnes, là ces petites bombes, il y en a 10 qui se répartissent, elles font chacune 100 kilotonnes. Donc ça représente une puissance absolument gigantesque. 100 kilotonnes multipliées par 10, ça fait 1 mégatonne. C'est une puissance absolument gigantesque. Alors les autres pays qui possèdent des têtes nucléaires le font avec des puissances qui sont parfois beaucoup plus importantes. C'est le cas en l'occurrence des États-Unis et de l'Angleterre. L'Angleterre achète ses ogives aux Américains et elle met dans un sous-marin des ogives qui font chacune entre 100 et 500 kilotonnes. C'est-à-dire que ce sont des ogives qui sont beaucoup plus puissantes que celles qui sont envoyées par les sous-marins français, mais en moins grand nombre par contre. Les Américains font de même avec ces mêmes missiles qu'on appelle des missiles Trident et des missiles plus puissants qu'on appelle les Minuteman qui eux font chacun 1 mégatonne, ce qui représente en quelque sorte les 10 ogives envoyées par le missile M51 de la marine française. La plus grosse bombe jamais essayée dans le monde est une bombe russe qui a été estimé, j'en ai parlé tout à l'heure, à 57 millions de tonnes de TNT, c'est-à-dire 57 mégatonnes. C'est une puissance qui est absolument effroyable et qui, lorsqu'elle est répartie, peut suffire pratiquement à rayer de la carte des pays comme les Pays-Bas, la Belgique, une grande partie de la France, etc., etc. C'est vous dire que les hommes ont fabriqué des outils de destruction gigantesques qui dépassent même l'entendement et la raison. On s'aperçoit que les hommes sont prêts à dépenser des sommes gigantesques, des milliards d'euros pour alimenter une guerre, alors qu'ils ne sont même pas capables de donner seulement quelques milliards pour aider des populations africaines pour qui la vie changerait totalement si ils avaient ces aides, ou d'autres pays en Asie ou en Amérique du Sud qui seraient certainement aidés si cet argent était alloué dans des constructions utiles comme des chemins de fer, des routes, des hôpitaux, etc. Mais manifestement, l'homme n'a pas suffisamment d'intelligence et de sagesse pour le comprendre. Il préfère pratiquer la guerre et s'amuser à reconstruire ensuite ce qu'il a lui-même détruit. Alors, nous allons maintenant, si vous le voulez bien, regarder ensemble les dommages que causent ces bombes. En regardant les dommages que causent ces bombes, nous pourrons déjà commencer à imaginer
des stratégies qui pourront nous permettre de nous préserver en cas d'explosion de ces bombes. Alors on peut déjà le faire, donc avant de vous donner tout un nombre de possibilités, un nombre de pistes pour pouvoir vous protéger de ces explosions dans la prochaine vidéo, on peut déjà dès maintenant raisonner, en connaissant les dommages, sur globalement sur des stratégies qui sont possibles. Je vous ai dit par exemple que les nations envoyaient des bombes et qu'en représailles elles en recevaient en retour, donc on sait déjà les pays qui seront touchés en premier. Deuxièmement, lorsque les pays s'envoient ces bombes sous forme de missiles, ce sont des centres stratégiques qui sont en premier lieu visés, des centres stratégiques, des bases, des centres de stockage d'armes ou de carburant. Donc la première chose à faire serait d'envisager de ne pas habiter ou de déménager d'endroits où il y a justement ces centres qui seront systématiquement des cibles potentielles pour ces lancements de bombes. Alors, avant d'aller un petit peu plus loin dans les détails qui concernent ces points stratégiques qui seront l'objet de visées de la part de belligérants, nous allons voir ensemble les dommages qui sont causés par ces bombes nucléaires. Alors ces dommages sont de diverses natures. Il y a d'abord une explosion sous la forme d'une grosse boule de feu qui est une espèce de grosse boule dans laquelle la température monte si haut qu'il n'y a aucun moyen de s'en protéger. Donc là, si on se trouve dans cet endroit-là, d'abord on ne s'apercevra pas qu'on n'y est plus au moment où ça arrivera, mais là il n'y a absolument rien à faire. Les températures qui s'y développent arrivent jusqu'à 4000 degrés, voire plus. C'est assez difficile d'ailleurs à calculer parce qu'il n'y a pas de thermomètre qu'on peut mettre dans la boule de feu. On peut simplement simuler les températures qui s'y développent. Donc après cette boule de feu, il y a une petite chose dont il faut se préserver. Alors juste à ce niveau-là, c'est pour ceux qui habitent un petit peu loin et qui voient cette boule de feu. Cette boule de feu, lorsqu'on la regarde, ça fait un peu comme le soleil, mais là avec une puissance plus grande puisqu'elle est plus proche, c'est qu'elle peut causer des aveuglements temporaires, voire définitifs, si on la regarde assez longtemps et qu'on est assez proche. Donc suite à cette explosion de bombes, il y a cette grosse boule et un espèce de choc, un gros bruit qui s'installe, un choc qui va faire en sorte que la bombe va pousser l'air, va pousser par pression-dépression tout ce qui est alentour. En poussant ce qui est alentour, évidemment, ça va dégager des masses considérables d'objets, de construction, alors des objets de toute nature, petits et gros, sont pas toujours les gros objets qui vont tuer le plus de personnes, ce sont parfois les petits objets qui sont déplacés, une chaise, une voiture, des petits objets comme ça qui sont poussés sur des centaines de mètres, voire des kilomètres pour les plus grosses bombes, évidemment. Donc tout ce qui est sur le passage de ces objets qui se déplacent fera l'objet évidemment d'une conséquence qui pourra être plus ou moins grave en fonction du moment où elle le reçoit, de la force avec laquelle elle le reçoit. Là, la seule possibilité qu'il y aura, c'est de se cacher derrière quelque chose qui protège, en tout cas, au moins, de ces déplacements d'objets qui seront faits. Il y a aussi un déplacement très important de chaleur. Une trentaine de % de l'énergie de la bombe est concentrée dans la chaleur. Et cette chaleur se dégage sur une distance qui est absolument très grande. Vous le verrez dans les tableaux que je vais vous montrer tout à l'heure et que je commenterai. Donc il y a pendant quelques secondes, mais ça va très vite, une élévation de température qui est très importante, qui fait que tout ce qui est inflammable se met d'un seul coup à prendre feu. Donc les carburants, les gaz, les produits ménagers inflammables, le bois qui n'est pas protégé, certains plastiques, etc. Et ça va engager évidemment des incendies qui seront plus ou moins importants et qu'on pourra plus ou moins éteindre. Il est évident que lorsqu'on se trouve dans une zone relativement proche de la bombe, on ne peut pas éteindre les incendies parce qu'on ne peut pas y aller. Il se passe aussi quelque chose d'assez particulier, si vous voulez, c'est qu'il y a
un vent qui est très important, qui se déplace, un vent qui peut dépasser les 400 km/h, donc ne pensez pas pouvoir le combattre, c'est absolument impossible, et c'est dans cette espèce de vent en quelque sorte que beaucoup de choses sont déplacées. Vous avez peut-être déjà vu ces films sur les tornades qui ont fait l'objet d'un engouement pendant quelques années. Eh bien, c'est un petit peu ce qui se passe dans ces moments-là. Ça emporte vraiment des masses considérables, mais ça fait tomber aussi des murs et des immeubles, ce qui fait que même le fait de se cacher à l'intérieur d'un immeuble ou d'une maison, en fonction de l'endroit où on se trouve par rapport à l'explosion de la bombe, ne sera pas forcément un lieu adapté. Parmi tous les endroits dans lesquels on pourra s'abriter en ville, les caves seront les endroits peut-être les plus probables permettant de se protéger. Il est évident que par contre, il faut que la sortie qui est en même temps l'entrée, ne soit pas comblée au moment où il y a des écrasements de murs, de pierres ou autre chose. Alors on parlera de cela aussi dans la vidéo qui viendra. Il y a enfin quelque chose pour lequel là il faudra avoir une petite connaissance un petit peu globale de ce qui se passe pour pouvoir se sauver, c'est un dégagement de radioactivité. Il y a d'abord un dégagement de radioactivité au tout départ pendant l'explosion de la bombe, car les bombes qui sont faites à l'heure actuelle ne sont plus tout à fait constituées de la même façon que les premières bombes telles que celle d'Hiroshima. La bombe d'Hiroshima, c'était une bombe à fission, c'est-à-dire qu'on faisait exploser un matériau radioactif qui, en le cassant, produisait des cassures dans ce matériau qui elle-même produisait d'autres cassures jusqu'à ce que les cassures soient tellement petites que ça s'arrêtait. Mais ça produisait une réaction en chaîne. Cette réaction en chaîne d'un matériau radioactif qui était très radioactif produisait beaucoup de radioactivité. Les bombes qui sont faites maintenant sont des bombes à fusion. On appelle ça des bombes à hydrogène. Des bombes à fusion sont des bombes qui produisent moins de radioactivité sur le coup, mais qui sont par contre mise en explosion sous l'action d'une bombe à fission. C'est-à-dire que dans une bombe à hydrogène, en fait, il y a une bombe A, une bombe comme celle d'Hiroshima, collée à une bombe à fusion. Et c'est la première qui fait exploser la seconde. Et en explosant, la première dégage une quantité de matière radioactive très importante et en même temps très radiative. En ce qui concerne ensuite un autre phénomène, donc cette première projection radioactivité, sera suivie dans les minutes qui suivent, dans les 15 minutes, une demi-heure, une heure, et ensuite chaque heure qui passe pendant plusieurs jours, sera suivie de retombées de poussières qui seront évidemment contaminées, elles, par la radioactivité qui sera dans l'air. Et en retombant, ces poussières vont toucher absolument tout ce qu'ils peuvent toucher et elles vont les contaminer. Donc les premiers jours qui suivent une explosion de bombe nucléaire sont très contaminants. Ensuite, avec le temps, cette contamination se disperse très rapidement et c'est ce qui en fait d'ailleurs la différence avec les accidents de centrales nucléaires qui, eux, peuvent durer des années. Une explosion de bombe nucléaire, si vous voulez, à partir du moment où elle explose, on peut déjà, au bout d'une semaine, si vous voulez, commencer déjà à naviguer un petit peu dans les alentours de l'explosion de la bombe, ce qui ne sera jamais le cas dans le cas d'un réacteur nucléaire qui viendrait à mal fonctionner et à avoir des déperditions importantes. Alors dans tous les cas, pour pouvoir ensuite éventuellement se sauver des conditions de l'explosion de ces bombes, il y a des choses à connaître, savoir quel type de éléments vont émettre quel type de radioactivité. Alors je vous ai fait une première vidéo sur les différents types de radioactivité qui existaient le plus fréquemment, donc j'y reviendrai au cours de la vidéo et on verra comment ces différents de radioactivité peuvent nous atteindre. On verra aussi comment les mesurer. Donc là, j'essaierai de vous expliquer quelles sont les unités de mesure, comment on les mesure et surtout pour nous, de manière pratique, quel type d'appareil est-ce qu'il faudra qu'on ait pour pouvoir se déplacer éventuellement, pour savoir si on peut manger quelque chose, boire quelque chose, si un endroit est correct ou pas.
Donc on verra ça dans les vidéos qui suivent. Pour l'instant, nous allons en rester à ces dommages. Nous allons étudier surtout la dimension que prennent ces dommages pour voir, pour pouvoir préparer ce qu'on pourra faire ensuite. Passons maintenant au tableau qui nous permet de connaître l'étendue des dommages causés par différents types d'ogives. Les différentes ogives sont présentées à gauche en beige par rapport à leur puissance. La première de 15 kilotonnes étant la bombe d'Hiroshima qui nous permet ainsi d'avoir une référence connue. Chaque colonne représente une des différentes étapes de l'explosion d'une ogive. Le chiffre qui est mentionné dans les cases en face des ogives nous donne le diamètre des dommages causés par chacune de ces étapes. Il y a donc la boule de feu, ensuite les brûlures du 3e degré, du 2e degré, le souffle fort, le souffle modéré, et enfin les radiations fortes correspondant à 3 à 5 sieverts. Ici, le diamètre de ces radiations ne peut être que très approximatif, car celui-ci va dépendre essentiellement de la météo. Les poussières radioactives qui descendront, elles, dans les minutes qui suivront, pourront représenter une surface de plusieurs centaines de kilomètres carrés. Je ne parle pas dans ce tableau de l'onde électromagnétique qui se déploie après l'explosion d'une bombe, car celle-ci ne cause aucun dommage sur le plan de la santé. Vous noterez aussi que les dommages ne sont pas proportionnels à la puissance des bombes, à savoir qu'une puissance de 1 mégatonne ne donnera pas des dommages 10 fois plus importants qu'une puissance de 100 kilotonnes, qui représente 10 fois moins. Examinons les dimensions qui sont présentées sur ce tableau. Celles-ci ont été récupérées sur le site NukeMap, avec quelques petits aménagements. Le diamètre correspondant au dommage de la boule de feu sont une distance dans laquelle il ne reste absolument rien. Tout a été complètement brûlé, les températures étant trop élevées. Si pour la bombe d'Hiroshima de 15 kilotonnes, cette boule de feu était de 460 mètres de diamètre, elle passe à 6500 mètres pour une ogive de 10 mégatonnes. La zone sur laquelle se déplace l'onde de chaleur importante qui va causer certainement de nombreux incendies et brûlures représentait 2000 mètres pour la bombe d'Hiroshima. Elle est de 16 km déjà pour une bombe de 500 kilotonnes et de 60 km pour une bombe de 10 mégatonnes. Cette zone correspond à des brûlures du 3e degré, donc très important. Le souffle qui transporte tous les objets qui ne sont pas fixés et qui aura tendance à faire tomber les murs, voire les habitations, était de 1000 mètres de diamètre. Pour la bombe d'Hiroshima, il passe à 3 km 500 pour une bombe de 500 kilotonnes et à presque 10 000 mètres de diamètre pour une bombe de 10 mégatonnes. Ces dimensions sont ici valables pour le souffle fort, celui qui est le plus important au début. Le souffle continue ensuite et double cette distance avant de s'estomper beaucoup plus loin. Il est donc de 2000 mètres sur la bombe d'Hiroshima, de 7 km pour une ogive de 500 kilotonnes et va jusqu'à 20 km et plus pour les bombes qui font 10 mégatonnes. Les chiffres qui sont donnés dans la colonne verte et qui correspondent à une radiation forte, c'est-à-dire une radiation qui causera dans 50% des cas la mort, est une estimation aussi. Elle correspond à peu près à un diamètre qu'on trouve tout de suite après l'explosion de la bombe. Les radiations vont ensuite globalement en diminuant avec la distance et
avec le temps. On ne pourra réellement les apprécier qu'avec un compteur Geiger-Müller et avec un dosimètre. Ces dimensions étaient d'environ 2 km de diamètre pour la bombe larguée sur Hiroshima. Elles sont passées à 4600 mètres pour une ogive de 500 kilotonnes et sont de 6 km et demi pour une bombe de 10 mégatonnes. Regardons maintenant sur une carte à quoi cela va correspondre sur une ville comme Bordeaux. La largeur de la ceinture périphérique de Bordeaux fait environ 17 km 500. Quant à sa hauteur, elle est de 15 km environ. La boule de feu qui faisait 460 mètres à Hiroshima fera alors 2000 mètres pour un engin de 500 kilotonnes et 6500 mètres pour une bombe de 10 mégatonnes. La ville de Bordeaux proprement dite aura complètement disparu. Regardons maintenant les dommages causés par le choc thermique entraînant des brûlures du 3e degré. Pour la bombe d'Hiroshima, il représentait un diamètre de 2 km. En ce qui concerne une bombe de 500 kilotonnes, ce diamètre correspond à 16 km, à savoir pratiquement tout l'intérieur de la ceinture périphérique de Bordeaux. En ce qui concerne l'explosion d'une bombe de 10 mégatonnes, ce diamètre est porté à 60 km, allant pratiquement jusqu'à Livourne. Pour ce qui concerne le souffle fort, il correspond à un diamètre d'1 km pour la bombe larguée sur Hiroshima. Il passe à 3 km 500 pour une bombe de 500 kilotonnes et à près de 10 km pour une ogive de 10 mégatonnes. Je vous ai mis en blanc à titre indicatif le diamètre du souffle modéré qui passe lui à 20 km, correspondant à pratiquement toute la ceinture périphérique de Bordeaux. Cela pour la bombe de 10 mégatonnes. Voici maintenant la carte représentant les dommages causés par les premières radiations intervenant tout de suite après l'explosion de la bombe, qui sont ici supposées mortelles. Elles correspondent à 3 à 5 sieverts. Ces radiations les plus puissantes correspondent en fait à l'étendue des boules de feu qui sont produites pendant l'explosion. Elles sont concentrées ici surtout sur la ville de Bordeaux proprement dite et sur son proche alentour. Les radiations s'étendront par la suite en fonction de la météo, mais c'est ce que nous verrons dans la prochaine vidéo.